l'intervention et qui m'a suggéré le thème de l'intervention, évidemment, j'ai tout de suite pensé à une évidence, à savoir que de toute manière, bien entendu, en fantasy, comme dans les autres genres littéraires, toutes les œuvres anglo-saxonnes en particulier ne sont pas traduites. On n'a jamais qu'une sorte d'aperçu en France de ce qui peut se faire dans les domaines étrangers. Néanmoins, en fantasy, il y a longtemps eu une vision plus que tronquée, puisqu'il y a quasiment eu une absence totale de fantasy pendant très longtemps. Parce que pendant très longtemps, les éditeurs en place étaient des directeurs de collection de science-fiction. Il y avait un effet idéologique qui faisait qu'ils détestaient la fantasy et qu'ils s'opposaient absolument à ce que la fantasy soit publiée, y compris lorsque, dans les années 80, la fantasy a vraiment explosé en domaine anglo-saxon. Pendant très très longtemps, ils ont freiné. Et c'est parce qu'il y a eu quelques directeurs littéraires venus d'ailleurs, venus d'en dehors du sérail, comme Elisabeth Gilch et de Noël, ou bien encore plus, en fait, que les vieux directeurs ont pris leur retraite et ont été remplacés par des jeunes qui, eux, avaient une culture plus large, qui englobait le fantastique, l'horreur, la science-fiction et la fantasy. Qu'on s'est mis enfin à traduire de la fantasy de manière beaucoup plus représentative qu'auparavant. Néanmoins, ce phénomène franco-français d'une sorte de censure éditoriale des années 80 a fait qu'on a raté un phénomène crucial pour la littérature de fantasy anglo-saxonne, à savoir que dans les années 80 est apparue toute une génération d'auteurs, avec beaucoup de femmes dans cette génération, qui étaient eux-mêmes ou elles-mêmes des lectrices de fantasy. Donc la fantasy s'était constituée en tant que genre littéraire dans les années 70. Et dans les années 80, on a donc une nouvelle génération qui a lu de la fantasy et qui se met à vouloir en écrire. C'est des personnes qui ont plus ou moins le même âge, ils sont à peu près tous nés à la fin des années 50. Certains même se sont rencontrés à l'université. Il y a une université très chic, université de femmes sur la côte est, dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'on croirait un nom de fantasy, vu que ça s'écrit BRW et je ne sais pas quoi, donc ça doit se prononcer Bronir ou quelque chose comme ça. Je ne leur ai jamais demandé comment on prononçait ce nom étrange. Mais en tout cas, il y a quelques jeunes femmes, quelques jeunes filles qui se sont rencontrées dans cette université. Curieusement, plusieurs d'entre elles venaient de Minneapolis, ce qui est une ville qui culturellement était absolument absente. Il n'y a pas de culture à Minneapolis, quasiment. Mais curieusement, un effet générationnel. Des jeunes gens se sont rencontrés. Et puis, il y avait également dans cette université, elle avait réussi à obtenir une bourse. Une jeune femme d'une famille qu'on peut qualifier de white trash, c'est-à-dire vraiment le fin fond des ploucs blancs fauchés. Et d'ailleurs, elle était battue par son père, enfin vraiment socialement charmant. Cette jeune femme s'appelle toujours Terry Windling. Et Terry, elle voulait être illustratrice, elle voulait aussi écrire. Finalement, elle a surtout eu un tempérament d'éditrice. Et ayant rencontré toutes ses copines, et puis après quelques personnes autres, dont un garçon à Minneapolis qui s'appelle Stephen Brust, et puis un monsieur au Canada qui s'appelle Charles de Lint, d'origine néerlandaise. Elle a rencontré quelques grands artistes. Elle a rencontré Alan Lee, elle a rencontré Brian Froud, des artistes anglais. Elle est devenue éditrice petit à petit, et elle et puis d'autres bien sûr, parce que vraiment il faut se rendre compte, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse puisque je suis éditeur, mais l'importance des éditeurs eux-mêmes, des directeurs littéraires, tout particulièrement en fantasy, c'est le cas aussi en science-fiction, ceci dit, mais en fantasy, c'est vraiment, ils ont une importance primordiale. On ne peut pas du tout négliger l'importance des éditeurs, parce que c'est les éditeurs eux-mêmes qui ont créé finalement ce genre, et qui l'ont entretenu et développé et poussé. On n'aurait pas de fantasy s'il n'y avait pas eu une opportunité et une envie éditoriale pendant au moins 3 décennies, c'est-à-dire années 70, 80, 90.
justement, ces auteurs qui ont débuté dans les années 80 et surtout qui ont fait surtout carrière dans les années 90, on les a quasiment pas eu en France. On a eu Patricia McKillip, c'est vraiment un des rares de cette génération-là qui a été relativement bien traduite. Elle a eu elle a eu plusieurs bouquins chez J'ai lu, donc en poche. Il y en a eu qui sont parus chez mes collègues Nemos. Voilà, il y a un petit peu, c'est un écrivain très très précieux dans le style. Parce que la particularité de ces écrivains qu'on nous a peu traduits et qui sont de très grande qualité, toute cette génération-là est passionnante, je trouve. Et j'ai eu un petit choc il y a quelques temps, il y a 3 ans. Je me suis rendu compte que, oh la vache, ils sont tous nés à la fin des années 50 et elles ont presque tout arrêté d'écrire en fait. Et c'est quasiment des auteurs, tous, il y a quelques exceptions, mais près de la plupart en fait ont pris leur retraite. Et notamment parce que ça n'a pas bien marché. Alors c'est aussi une raison de ne pas les traduire, bien entendu, à savoir qu'on nous a traduit des auteurs beaucoup plus commerciaux, y compris des auteurs des années 70-80 chez Pocket, qui ont été traduits parce qu'ils étaient franchement commerciaux, pas forcément inintéressants, hein, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore David Eddings, j'avoue, par exemple, mais voilà, il y a eu un effet que cette génération-là, ils étaient un peu des jeunes qui voulaient un peu changer le système, vous voyez, et donc ils ont eu des envies littéraires très diverses. Et en fait, ils ont été un peu précurseurs et victimes du phénomène d'être précurseurs. À savoir qu'ils ont inventé la fantaisie urbaine. Alors la fantaisie urbaine de nos jours, waouh, ça fait des gros best-sellers, mais pas à leur époque. Encore que Charles Delint, l'auteur canadien, qui est le principal créateur de la fantaisie urbaine, ça a très 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 bien marché. Et là, il y a eu un autre phénomène, il n'a pas été traduit en français, quasiment. Mais ça, c'est parce qu'il est canadien et que je le soupçonne très fortement d'être raciste envers les Français. Il n'aime pas les Français et il n'avait pas spécialement envie d'être traduit. Ben ça, j'en suis désolé parce que c'est carrément mon auteur favori. Et c'est vraiment un très 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 grand auteur. Et c'est par exemple une très forte influence sur Neil Gaiman. Anansi Boys de Gaiman, c'est du Delint. Il s'en est pas caché, Delint a adoré, mais Gaiman a carrément écrit un livre, exactement un roman qui pourrait être un Charles Delint. D'autres auteurs de cette génération-là ont décidé que, il y en a marre toujours d'écrire des choses pseudo-médiévales. Si on déplaçait l'époque, si on allait par exemple à la Renaissance, il y a pas mal d'auteurs qui ont fait la fantaisie Renaissance. Ou alors si on faisait ça en Chine ou au Japon ancien, par exemple, le Japon antique, voire même à l'Antiquité. Voilà, ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont aussi essayé de réécrire les contes de fées, de se dire la fantaisie c'est quoi la racine, quoi la base, c'est les contes de fées. Réécrivons des contes de fées. Ces dernières années, il y a eu des séries télé et des films à Hollywood, donc voilà, c'est rentré dans l'imaginaire. Réécrire du conte de fées, ça nous paraît maintenant tout à fait normal comme démarche littéraire et d'imagination. Pas à leur époque. À leur époque, là encore, ils étaient novateurs, et donc ça n'a pas forcément super bien marché. Dans les rares traductions françaises, il y a Belle de Robin McKinley, qui est chez Nemos et Pocket. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, c'est un excellent exemple, et c'est un excellent auteur, Robin McKinley, autrice, c'est une femme. Voilà, il y a eu beaucoup comme ça, toute une génération. On a eu aussi des essais de faire, et je trouve ça savoureux, de faire du capé d'épée, de fantaisie. Alors, vous pourrez lire par exemple, je crois qu'il s'appelle À la pointe de l'épée, de Hélène Kushner, c'est chez Folio. Malheureusement, ça n'a pas bien marché en France. Il y a 2 Kushner de traduits, qui sont tous les 2 chez Folio maintenant. Et les autres Hélène Kushner, alors que justement c'est une des rares autrices qui n'a pas arrêté d'écrire encore. Il faut dire que Hélène a une fortune personnelle, ça aide à vrai dire. Et donc elle et son épouse Delia Sherman sont 2 des rares autrices de cette génération-là qui continuent à écrire. Alors elles n'écrivent pas énormément, mais elles ont continué, et en particulier le cycle
cycle à la pointe de l'épée, qui se passe dans une ville imaginaire qui s'appelle Riverside. Il y a eu d'autres tomes, il y a eu un deuxième volet coécrit par Hélène Kochner et Delia Sherman. Il y a eu un troisième roman par Hélène, et il y a eu toute une série de nouvelles par Hélène aussi. Voilà, donc malheureusement, ça n'a pas rencontré de succès en France. Et puis, pourquoi je me suis rendu compte brusquement que ces auteurs nés dans les années 50 avaient arrêté d'écrire? Parce qu'en fait, j'ai déménagé il y a 3 ans, et qu'en réinstallant ma bibliothèque, je me suis dit, en tant qu'éditeur et en tant que lecteur, je me suis dit, il faudrait que je relise pas mal de choses pour me remettre en tête les romans, me remettre des ambiances, et puis en tant qu'éditeur, là pour le coup, j'avais une envie depuis longtemps. Je me dis, parce que je publie essentiellement du français, du francophone, d'où cette rentrée de la fantaisie francophone. Tous les trois, on est des éditeurs très très portés sur la création francophone, ça me paraît quand même être un axe majeur de notre métier d'éditeur. Néanmoins, donc moi en tant qu'éditeur, Les Moutons Électriques, je publie peu de traductions, très très peu. Mais je m'étais dit quand même depuis un moment, ça serait bien d'essayer de faire un essai, de prendre un auteur anglo-saxon et de publier comme je publie les auteurs français, le pousser de la même manière, le publier exactement de la même façon, à ceci près que il y aura une difficulté supplémentaire, c'est que cet auteur ne sera pas là en dédicace. Or c'est important pour la dynamique, pour imposer les auteurs, c'est que les auteurs soient présents, ne serait-ce que par Skype, n'est-ce pas, Chloé? Et c'est important pour les lecteurs et pour les libraires de connaître les auteurs, de les rencontrer. C'est vraiment un plus vraiment très très vraiment massif de nos jours. Donc ça, malheureusement, avec un auteur étranger, on ne l'aura pas ce plus. Et l'auteur ne sera pas derrière son bouquin pour le pousser, pour dire les choses comme elles sont. Néanmoins, donc j'ai relu beaucoup d'auteurs petits et grands des années 80-90. Et puis je me suis dit, bon ben voilà, il y a là Lisa Goldstein. Il n'y a eu que 3 romans publiés d'elle en France. Il y en a eu 2 fantaisies Renaissance qui sont parues chez J'ai lu, en particulier. Et puis une fantaisie urbaine qui était parue dans une collection qui se vendait très mal et qui s'appelait Présence du fantastique chez De Noël. Donc c'est un auteur qui est passé un peu inaperçu en France. Il se trouve que Lisa Goldstein, elle écrit encore. C'est un auteur de la même génération. Mais par chance, il se trouve... Alors elle a arrêté d'écrire, elle a disparu pendant 6 ans. Moi je pensais justement que comme toutes les autres, elle avait arrêté d'écrire. Eh bien non. En fait, elle a publié à coup sur coup 2 nouveaux romans, et ils sont toujours aussi beaux, des romans de fantaisie urbaine de toute beauté. Donc j'ai décidé de lancer, voilà, Jérôme m'a chargé de parler des auteurs qu'on ne voit pas assez. Là il y en a un, je vais essayer de faire voir. Donc Lisa Goldstein, en fait, j'ai acheté 3 romans d'un seul coup. Le premier que je vais publier paraît en janvier. Il s'appelle Sombre cité souterraine. Il se passe dans il démarre à San Francisco et ensuite il se passe dans le métro londonien où apparemment il y a des portes vers l'univers des dieux égyptiens. Je vous en dis pas plus. C'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé et que j'ai adoré à relire, donc voilà, j'ai acheté celui-là, il m'a semblé bon pour commencer. Et puis ensuite on publiera en Hélios, on reprendra celui qui était paru en présence du fantastique. Qui est vraiment très 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 beau, qui s'appelle En présence du fantastique, qui s'appelle Touriste. Et ça, je pense qu'on va changer le titre. Il s'appellera chez nous Amaz. Et puis en janvier 2018, on en publiera donc un 3e qui s'appelle Walking the Labyrinth, qui est aussi une fantaisie urbaine très très belle. Voilà, donc en essayant de combler un petit trou dans la culture fantasy en France avec un auteur qui me paraît... Bon, j'ai de la chance, très sincèrement, parce que je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir acheter les droits, s'ils allaient accepter. Or, pour moi, Lisa Goldstein, j'avais d'autres choix possibles, mais c'était le meilleur choix pour moi.
Vraiment, c'était le auteur, enfin l'autrice en l'occurrence, qui me paraissait était vraiment d'une qualité très constante, d'une originalité forte, d'une très belle voix, d'une très belle plume, et qui fait surtout de la fantaisie urbaine, ce qui est quand même un genre assez porteur de nos jours. Enfin voilà, c'était, me semblait-il, l'auteur de tous ces auteurs que j'adore, de toute cette génération un peu perdue. Pour moi, c'était le meilleur choix. Voilà, donc j'espère que vous nous suivrez et que vous achèterez et lirez Lisa Goldstein. Est-ce qu'il y a d'autres romans, d'autres auteurs que tu aimerais bien voir traduits? Oui, bon, je m'étais fait une petite liste. Hein. Oui, particulièrement Charles Lint, ça, très très clairement. En fait, j'avais un problème par rapport à j'avais des problèmes que je devinais, que je savais se présenter pour Charles Lint par rapport à Lisa Goldstein. Lisa Goldstein, ses romans sont relativement courts, c'est un autre avantage pour le traducteur, pour la dose de travail du traducteur, et pour nous, pour le publier. Voilà, c'est des romans raisonnables au niveau taille. Avec Charles Lint, il y avait pas mal de problèmes. D'abord, le traducteur qui voulait bosser avec moi, Patrick Marcel, c'est le traducteur de G.R.R. Martin et de Neil Gaiman. Patrick Marcel n'aime pas tellement Charles Lint. Parce que Charles Lint, c'est très lyrique. Et Patrick n'aime pas le lyrisme. Donc voilà. Donc, par contre, il aime beaucoup Lisa Goldstein. Donc c'était un avantage de plus de choisir Lisa Goldstein, bien entendu, hein, pour qu'il serve au mieux les romans. Et puis Charles Lint, donc Patrick n'aime pas trop, il les aurait traduits, il avait accepté, enfin bon, il aime moins. Bon, il y a le problème du fait que Charles Lint n'aime pas les Français, donc c'était carrément pas gagné qu'il accepte de me vendre des droits. En plus, c'est sa femme qui gère les droits, c'est pas un agent, alors c'est pas simple. Je le sais d'expérience. Et puis, les Charles Lint sont souvent des énormes pavés. Et donc, pour publier Charles Lint, j'avais déjà fait une petite liste, hein, mais j'aurais pris les plus courts des Charles Lint. Enfin, ça aurait été rapidement, à quelques années, ça aurait été rapidement compliqué parce qu'il aurait fallu quand même se faner les pavés. Et là, au niveau financier, ça aurait été une autre affaire. Voilà, donc, ça aurait été plus compliqué. Sinon, oui, il y a des auteurs et des ouvrages. Je regrette énormément que Stephen Brust n'ait pas marché en France. C'est les éditions Nemos qui l'ont lancé, avec l'appui de Folio. À l'origine, il était prévu que ce soit les moutons électriques avec Folio. Ça ne s'est pas fait parce que l'agent a changé et le directeur de Folio a changé. Ce qui fait, le nouvel agent demandait une somme que les moutons électriques à l'époque ne pouvaient pas mettre sur Stephen Brust. Donc c'est les Nemos qui l'ont fait. Et ben ils ont été bien punis, les pauvres. Non, malheureusement, ils ont fait un super boulot chez Nemos, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont publié plusieurs Stephen Brust, de la série principale et un de la série préquelle, que j'adore, qui est du KPDP à Alexandre Dumas dans un univers de fantasy. J'adore ça. Et donc ils ont été repris par Folio. Et curieusement, ces romans n'ont pas trouvé de public en France. Je dis curieusement parce que c'est des romans qui cartonnent aux États-Unis. C'est pas comme si Nemos avait acheté un petit auteur mineur qui ne marche pas. Hein. C'est vraiment un auteur qui est hyper accrocheur, que j'adore, qui est commercial, disons-le. Franchement, c'est très accessible, etc. Je ne sais pas pour quelle raison ce mélange. Ça doit être que le mélange de fantasy et de polar en France, en tout cas à l'époque. Parce que je sache, les Ben Aronovitch chez Gélius à cartonne, hein, mais à l'époque, il n'y avait apparemment pas encore d'envie du public français pour ce mélange-là. Donc malheureusement, Stephen Brust, ça a avorté en France. Est-ce qu'on... Vous avez le droit de poser des questions. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de thématiques, il y a certaines thématiques qu'on n'a pas en France en fantasy, ou est-ce que c'est juste pas de bol sur un certain nombre d'auteurs? Fut un temps, il y avait des thématiques qu'on n'avait pas. Non, maintenant, on a de tout, hein, bien entendu. Mais il fut un temps, notamment la fantaisie urbaine, les gens, à commencer par les journalistes et les éditeurs, ouvraient des grands yeux, d'un coup,
Je me rappelle, j'ai été censuré une fois. Il y a eu une émission à la télévision sur une chaîne du câble, comment ça s'appelait? Ça appartenait à Canal+, et ils diffusaient que des documentaires. Planète. Il y avait eu une émission sur la fantaisie sur Planète. Je faisais partie du panel d'invités. Et j'ai voulu parler de dire que, mais si, il y a une proximité avec le polar, il y a la fantaisie urbaine, clic, 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 ça s'est découpé. Ça semblait totalement hors sujet. Genre 2 ans après, tout le monde publiait la fantaisie urbaine, n'est-ce pas, hein? Mais bon, voilà, à l'époque, fantaisie urbaine, ça paraissait d'un exotisme étrange. Ouais, est-ce que les zombies, ça marchera jamais? Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Une éditrice m'a sorti ça. La fantaisie urbaine, ça ne marchera jamais. C'était bien vu. Est-ce que ça veut dire que du coup, on a quand même une chance, à un moment ou à un autre, qu'un jour, certains de ces auteurs reviennent? Des gens assez fous face à un Charles de Lint ou un Hélène Keuchner. Écoute, j'aimerais bien. J'aimerais bien que des éditeurs... Le problème, c'est qu'il faut être conscient que de nos jours, il est très difficile pour un éditeur de rentabiliser une traduction. C'est une des raisons majeures pour lesquelles il y a moins de traductions qui paraissent en France. Et par conséquent, c'est plutôt des gros éditeurs qui ont les reins assez solides pour investir sur une traduction importante comme le serait une traduction de Charles de Lint ou Hélène Keuchner où le texte n'est pas facile à traduire. Donc j'espère, oui, que quelqu'un se réveille et publie ces 2 auteurs-là. Et une dernière question, est-ce que sur les thématiques de fantaisie urbaine, un petit peu lyrique comme on a eu, sur les auteurs dont tu parles, hein, je pense à Hélène Keuchner ou Charles de Lint, est-ce que c'est une voie qui continue aux États-Unis ou est-ce que c'est une voie qui s'est un petit peu asséchée avec l'arrêt de ces auteurs? Ah non, ça c'est totalement continué. Ils ont vraiment été précurseurs. Et ça se poursuit sans problème, y compris pour un auteur archi-best-seller, savoir Neil Gaiman. Il est le total héritier de cette génération-là, il le dit ouvertement. Hein. Vraiment, on peut dire en quelque sorte que Gaiman est le seul auteur qui réussit de cette génération-là. Sauf qu'en fait, il est arrivé un petit peu plus tard, mais peu importe. Voilà, c'est un auteur typique de cette génération-là, si j'ose dire, même s'il est un petit peu... D'abord, il est anglais, il n'est pas américain, puis il est arrivé un tout petit peu après. Mais lui, il est typique. Donc oui, bien sûr, de toute façon, la fantaisie urbaine, ils s'en fait énormément. Le steampunk, ils s'en fait énormément. De la fantaisie dans divers pays, diverses époques. Enfin, la fantaisie, c'est vraiment ouverte depuis. Hein. Donc, ce qu'elles voulaient faire, toutes ces autrices, puisque c'était surtout des femmes, finalement, elles ont réussi, mais c'est pas elles qui ont réussi, c'est les générations suivantes. Ouais, elles ont semé les traces. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question pour André? Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne citez que des auteurs que personne ne connaît? Parce que c'était le principe de cette table ronde. Parce que Tim Powers, c'est de l'urban fantasy, non? Non, mais le principe que Jérôme Vincent avait demandé, est-ce que je parle justement d'auteurs pas traduits, pas connus, donc forcément vous ne les connaissez pas. C'était un peu le principe en fait. Charles de Lint, d'accord, mais qu'est-ce qu'il nous reproche? Qu'est-ce qu'il a contre les Français exactement? Oh, oui, il est juste canadien, ne cherchez pas. C'est un Québécois ou c'est... Non, il est canadien justement. Donc c'est la rivalité entre Canadiens et Québécois, c'est tout. Non, mais sinon il y a des tonnes d'auteurs formidables et qui ont été traduits, etc. Mais là, le sujet de ma petite causerie, c'était justement des auteurs intéressants et qui n'ont pas été traduits. En l'occurrence, il se trouve que, étonnamment, il y a toute une génération qui a très peu été traduite. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu crois que dans 10 ans, on aura la même découverte sur certains auteurs qui sont un peu cachés par l'arbre, Martine, tu vois, je pense à Michel Ségara qui est pas connu du tout, par exemple, ici, et qui a écrit un 7 tomes infini, et qui est sur la même question de l'intrigue politique aussi bien que Martine, et écrit avec plus de lyrisme que de scénarisme, je dirais. Est-ce que tu crois que t'en vois déjà à l'heure actuelle qui passe sous le radar Oui, tout le temps, oui. Il y a Catherine Valente, par exemple, qui est vraiment formidable. Peut-être qu'elle va exploser en France. Hein. Elle n'a pas eu de chance, elle est tombée sur un mauvais éditeur français, donc le bouquin est passé inaperçu. Bon, je suppose que... Mais je ne sais pas s'il y aura tout un... Je ne pense pas qu'il y ait un effet de génération, quoi. Parce que quand Jérôme m'a
proposé ce sujet, il n'avait pas d'idée préconçue quant à la cible du sujet, mais je suppose, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a carrément, il n'y a pas seulement des auteurs qui passent à la trappe parce qu'ils en passent à la trappe tout le temps, mais là, il y a carrément une génération, quoi. Mais sinon, évidemment, on va rater des auteurs, forcément, hein, ça c'est tout le temps, hein, ça. C'est le hasard de l'édition, voilà, le hasard des notoriétés. Monsieur Martin, moi je l'ai lu à l'époque, hein, son Game of Thrones, ça s'est bien vendu, hein, je ne prétends pas que c'était un bouquin inconnu, hein, loin de là. Hein. Enfin bon, à l'époque ça m'est tombé des mains parce que c'était un bouquin qui ressemblait tellement à plein d'autres que j'avais lus. Voilà, sauf que maintenant ça explose grâce à la télévision, etc. Il a enfin une reconnaissance très, très bienvenue parce qu'il n'y a pas que Game of Thrones, hein. Lisez le reste de J.R.R. Martin, c'est un grand écrivain. Et pendant longtemps, c'était un écrivain mineur. Il faut lire voilà, Fever Dream, par exemple, ou Windhaven, enfin tous les anciens bouquins, tous les anciens romans de Martin sont vraiment des chefs-d'œuvre. Hein. C'est un grand écrivain, mais qui pendant longtemps a super galéré. Hein. Donc, c'est comme Robin Hobb. Robin Hobb, c'est un best-seller. Mais elle est devenue best-seller parce qu'elle a changé son fusil d'épaule. Moi, j'adorais Robin Hobb lorsqu'elle s'appelait Megan Lindholm. Elle a publié toute une série. Alors, justement, elle est intéressante parce qu'elle fait partie de la génération dont je vous ai parlé. C'était une copine de Terry Winling, d'Hélène Kushner, etc. Bon, elles ne sont plus copines. Parce qu'elle a fait beaucoup d'argent et pas elle. Donc je pense que voilà, elle a un peu trahi, en quelque sorte. Mais voilà, elle n'avait pas de succès, elle n'avait pas plus de succès que ses copines. Ça ne marchait pas. Or, les romans signés Megan Lindholm sont plutôt de beauté. Hein. Le Dernier Magicien, par exemple, justement, c'est un des romans pionniers de la fantaisie urbaine. Et ça reste un chef-d'œuvre de la fantaisie urbaine. Voilà, comme elle ne vendait pas, contrairement à ses consoeurs qui se sont entêtés ou qui ont arrêté, Robin Hobb a eu une autre stratégie qui a été payante, à savoir qu'elle a pris un autre nom. Donc ça, les libraires ne pouvaient pas l'identifier comme étant cette autrice qui ne vend pas. Et puis, parce que c'est le problème des statistiques de vente, hein. Au bout d'un moment, un auteur est grillé s'il vend de moins en moins. Il y a d'autres auteurs qui ont fait ça, de changer de nom pour changer de carrière. Et elle a particulièrement réussi, de manière vraiment, mais il faut dire que c'est un grand écrivain, donc elle a réussi de manière brillante à se reconvertir dans une carrière plus commerciale. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, le frein de tous ces auteurs qui ne sont pas connus en France, c'est quoi? Personne ne veut les traduire ou... Je l'ai dit au début, le premier frein, c'était que les éditeurs français, fut un temps, c'est-à-dire dans les années 80, ne voulaient pas traduire de la fantaisie. Voilà, ça, ne voulaient pas en publier. Maintenant, quel est le frein? Il n'y a plus de frein, c'est simplement qu'on a tendance dans l'édition à être esclave de la nouveauté. Et particulièrement pour les droits étrangers, mais même de manière générale. Donc on traduit des auteurs actuels. On va assez peu, la démarche que je vais avoir là, avec Liza Goldstein, qui est de récupérer une autrice qui est en fin de carrière, c'est pas une démarche habituelle. Donc j'espère que les Kushner ou Charles Lint, qui sont en fin de carrière, seront récupérés un jour ou l'autre par un autre éditeur français, mais c'est pas une démarche habituelle. On traduit plutôt justement Catherine Valente ou je sais pas, un auteur ou Kelly Yu, enfin voilà, des acteurs, des auteurs actuels. Il faudrait qu'il soit mort, comme Stieg Larsson. C'est pas le fait. Moi je pensais que c'était la mode vampire qui tuait un peu la fantaisie, parce que... Ah non, la mode vampire. On évoque une en ce moment. La mode vampire a eu un effet secondaire excellent, en fait. On aurait pu croire, enfin, c'est juste mon opinion, hein, mais j'ai observé ça avec carrément passion. J'adore la littérature populaire, hein, en tant que lecteur. Et en fait, ce que ça a créé, cette mode du vampire, c'est que d'autres auteurs ont essayé d'écrire dans ce mode-là, mais avec d'autres imaginaires, parce que le vampire, voilà, on y arrivait vite au bout, quoi. Et c'est là qu'a eu l'explosion du steampunk, de la fantaisie urbaine et de toute une nouvelle littérature populaire anglo-saxonne, surtout américaine, parce qu'ils ont un pool de publication suffisamment vaste pour que le concept de littérature populaire, ça soit encore porteur, c'est-à-dire qu'on puisse vendre des livres de poche pas cher.
Voilà. Et donc, non, ça a eu un effet vachement sympathique. C'est qu'il y a plein d'auteurs qui sont mis à faire des séries de fantasy urbaine, ou de steampunk, ou de tas de choses bizarres. Non, ça a donné carrément un coup de boost, il me semble, la mode vampire, à l'ensemble de cette littérature imaginaire plutôt populaire. Vous associez le steampunk à la fantasy? Éditorialement, ça profitait du même phénomène, oui. C'est souvent la science-fiction, bien sûr. C'est vraiment la science-fiction à Julien, en fait. Oui, c'est souvent la science-fiction, mais éditorialement, la façon dont ça a été publié, c'est publié comme de la bitlit ou comme de la fantaisie urbaine, avec des séries à personnages récurrents. C'est souvent du pseudo-polar, comme l'est souvent également la fantaisie urbaine. Ça a évolué en même temps et ça s'est construit éditorialement de la même manière. Y a-t-il une dernière question? Eh bien, on va remercier André. Merci beaucoup. Merci à vous.